bienvenue dans ce nouvel épisode du Pouvoir au féminin. Je suis Nelly Gimnès, la créatrice du podcast, et je vous fais exceptionnellement une introduction parce que dans cet épisode, j'échange avec Sandrine Lilienfeld, qui a été DG de Naf Naf, Ekyog, Gérard Darel, Carole International, Camaïeu et Pinky. Et pour prendre le temps d'échanger sur l'ensemble de ces expériences, j'ai décidé de le faire en 2 épisodes. Dans ce premier épisode, elle nous partage son expérience chez Naf Naf, Gérard Darel et Carole International. Et dans le prochain, vous aurez son expérience de la fermeture de Camaïeu et ses quelques mois chez Pinky. Je vous souhaite une très belle écoute. En comité de direction, on n'est pas là pour dire c'est pas moi, c'est de la faute de l'autre. Ça, c'était strictement interdit. Je l'avais pas interdit formellement, mais les gens l'ont très vite compris parce que je leur coupais le sifflet très vite. Et je leur disais, mais ça m'intéresse pas de savoir qui c'est la faute de qui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit 10 cerveaux et qu'on se demande comment ça va être résolu. Donc, il n'y avait pas possibilité d'avoir des espèces d'alliances, de pouvoir, etc. Il faudra commencer à changer la représentation du pouvoir. Donc quitter un pouvoir centralisé vers une image de pouvoir distribuer, pouvoir partager, pouvoir influer, le pouvoir d'entraider. Le pouvoir pour moi c'est l'engagement. C'est de travailler autour du pouvoir pour, plutôt que de travailler sur des envies de pouvoir sur. Pour moi c'est d'avoir une influence en fait sur le cours des choses qui arrivent. C'est la capacité à faire, c'est la liberté qu'on se donne d'agir, de réfléchir, de sortir du cadre, de se lancer. Est-ce que l'objectif parfois c'est de ne pas exercer de pouvoir mais de mettre en lumière ceux des autres ? Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous avez un parcours majoritairement dans la mode, avec un début de carrière aux Galeries Lafayette, puis chez Etam & Koukaï dans la direction des achats, avant d'être DG dans les grandes enseignes que sont Naf Naf, Gérard Darel, Ekyog, Carole International, puis Camaïeu, jusqu'à sa fermeture définitive, et enfin Pinky. Vous êtes aujourd'hui à votre compte comme manager de transition et consultante, et ce depuis 2023. Vous faites également partie du conseil d'administration de Simone Perel. Vous êtes la première femme que je reçois avec une carrière dans l'univers de la mode textile, monde hautement associé au pouvoir dans notre société française. Vous avez également mené de front une situation peu commune et pas facile, qui est la liquidation d'une entreprise connue de toutes, qui était Camaïeu. Vous avez accompagné beaucoup de transformations dans votre carrière, que ce soit du repositionnement de marque, à ses engagements RSE, son ouverture à l'international ou sa fermeture. Transformation à la fois inspirante et peu évidente. Et c'est votre leadership dans la multitude de ces projets d'envergure que j'ai eu envie d'explorer avec vous. Mais avant de démarrer, j'aurais aimé connaître votre vision du pouvoir. Alors, ma vision du pouvoir, je me suis pas posé la question en ces termes. C'était plutôt un désir d'autonomie et un désir de rapidité. J'aime bien que les choses aillent vite, et c'est vrai que les schémas de décision sont plus rapides qu'on est en haut de la pyramide. Et puis, j'avais envie d'impulser ma vision du management. J'avais envie de pouvoir créer un comité de direction que je voyais comme un peu un comité de direction de rêve avec des personnalités qui m'intéressaient. Et en fait, j'avais une envie de liberté. Donc, c'était pas un désir de pouvoir, c'était tout ce que je vous ai décrit. Vous avez dit que vous avez eu envie de pousser votre vision du management. C'est quoi votre vision du management ? Ma vision du management repose sur plusieurs principes. Un est essentiel pour moi, c'est la rapidité. C'est-à-dire que c'est pas très grave de se tromper. L'essentiel, c'est d'essayer. Et une fois qu'on a essayé, si on s'est trompé, on en parle et on rectifie. C'est un droit à l'erreur. C'est aussi une vision de mouvement. J'aime que les choses bougent assez rapidement. Je pense qu'aucun problème est définitivement soluble. C'est des décisions qui peuvent aller dans un sens et pourquoi pas dans un autre sens. C'est aussi une vision de liberté et d'échange, avec autour de la table des personnalités différentes, donc quelques-unes semblables à moi, et puis d'autres complètement différents. C'est aussi la possibilité de prendre des risques, de mettre autour de la table des créatifs qui n'ont jamais fait un job, par exemple. Voilà, c'est aussi de ne pas se priver de rapports directs avec les gens du terrain. C'est aussi faire passer l'idée que un comité de direction, c'est pas des cellules de pouvoir et de domaines cloisonnés. C'est un endroit où j'espère que on est tous des co-dirigeants et où il n'est pas interdit au directeur marketing d'aborder une problématique financière ou commerciale sans que personne n'en prenne ombrage. Donc c'est cet espace de liberté, de simplicité que j'avais envie de créer.
Pourquoi vous dites que finalement votre vision du pouvoir c'est la liberté de pouvoir créer ça? C'est-à-dire que la question que je me pose c'est avant de vous devenir membre de direction mais surtout directrice générale, quelle était votre vision du CODIR en fait, du comité de direction dans lequel vous évoluiez ou dans les entreprises dans lesquelles vous évoluiez? Ça dépend des entreprises, mais c'était une vision de compromis avec des décisions qui n'étaient pas tranchées par moi. Donc, si je suis honnête, cela me menait à devoir quelquefois avoir un rôle plus politique, ce qui me gavait grave. Donc, je trouve que les compromis, c'est super bien, mais si je suis honnête, j'aime bien qu'ils soient tranchés par moi, donc voilà. Pas très noble, mais c'est une réalité. Donc ça veut dire que c'était des compromis qui étaient tranchés, mais c'était pas c'était des compromis ou c'était tranché juste en votre défaveur? Parce que c'est complètement différent en fait. Alors c'était pas toujours tranché en ma défaveur, surtout que mes 2 dernières positions au comité de direction, à savoir Etam et Koukaï, j'étais le numéro 2 de la boîte. Donc c'était pas forcément en ma défaveur, mais c'était sans doute plus cloisonné que ce que j'aurais souhaité. C'est-à-dire que j'avais ma partie qui a été de plus en plus large parce que ma dernière partie chez Koukaï, j'étais à la fois patronne des achats, du sourcing, de l'informatique, des approvisionnements, enfin globalement de la logistique. Donc c'était relativement étendu avec une proximité très forte avec le PDG, enfin le président qui était Jacques Lévy. Une manière de fonctionner extrêmement proche avec la DRH. J'avais quand même un champ d'action assez important, mais j'avais quand même des domaines qui m'étaient un peu interdits. Alors autant j'avais la possibilité de me mêler des RH comme je l'entendais parce qu'on m'avait reconnu un talent sur le sujet, du contrôle de gestion également, mais sur des sujets plus, par exemple, marketing ou communication ou commerce international, mon impact était plus réduit. Donc ça engendrait une frustration. Il y avait sans doute aussi un désir d'avoir un terrain de jeu toujours en plus grand pour pas m'ennuyer. Et puis, ça gênait aussi ma vision globale. C'est-à-dire que j'avais l'impression que j'avais une partie de l'histoire et pas toute. J'étais néanmoins très bien traitée, sauf qu'à un moment, ça m'a pas suffi. Je comprends. Alors, vous avez dit, ça me gavait grave de faire de la politique, si j'ai bien suivi. Comment vous avez réussi après, du coup, j'imagine, à construire des CODIR où il n'y a pas de politique? Parce que j'ai l'impression que c'est la base, en fait, dans les CODIR. Il y avait des règles simples, c'est-à-dire qu'en comité de direction, on n'est pas là pour dire c'est pas moi, c'est de la faute de l'autre. Ça, c'était strictement interdit. Je l'avais pas interdit formellement, mais les gens l'ont très vite compris. Parce que je leur coupais le sifflet très vite. Et je leur disais, mais ça m'intéresse pas de savoir qui c'est la faute de qui. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit 10 cerveaux et qu'on se demande comment ça va être résolu. Donc, il n'y avait pas possibilité d'avoir des espèces d'alliances, de pouvoirs, etc. Ça se résout aussi en ayant une proximité proche avec chacun. C'est-à-dire que moi, ma porte du bureau était tout le temps ouverte. D'ailleurs, mon bureau était très gai et c'était un lieu où on buvait un café le matin ou de temps en temps on prenait un apéro, etc. Et il y a plein de choses qui se jouent aussi de manière plus informelle. On peut percevoir certains malaises, certains dysfonctionnements. Et j'étais en position de pouvoir aborder tous les sujets que je voulais, donc c'était pratique. Donc les jeux politiques ne marchaient pas avec moi. Donc, du coup, ça a cessé. Du coup, ça a complètement cessé. C'est mon avis. Peut-être que non. Peut-être que... Néanmoins, après mon premier comité de direction, NAFNAF, qui a été vécu comme une période très enthousiasmante, c'est très sympathique par mon comité de direction. Beaucoup ont eu envie de me rejoindre dans d'autres aventures et j'ai gardé des liens humains avec la plupart d'entre eux, même si on n'a pas retravaillé ensemble. Vous êtes arrivé DG chez NAFNAF directement. Je crois que vous n'étiez pas au comité de direction avant. Oui. Vous étiez chez Koukaï. C'est vous qui avez composé votre comité de direction. Vous avez arrivé dans un comité de direction qui existait, j'imagine. Alors, je suis arrivée dans le cadre d'une cession, c'est-à-dire que les fondateurs, les frères Pariante, venaient de céder l'entreprise au groupe Vivarté. Et j'ai été nommée directrice générale, avec dans un premier temps, la première année, Jacques Lévy, mon boss de chez Koukaï, en tant que président. Et puis à partir de l'année, au bout d'un an et demi, j'ai été nommée DG et présidente. J'ai eu à la fois la chance d'avoir un mentor de proximité la première année. Ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un comité de direction qui était déjà créé, j'imagine, avec une vision assez différente de ce qu'on avait envie de faire. Okay. Pendant la période précédente, je faisais aussi partie du comité d'investissement de Vivarté. J'étais en charge d'auditer des entreprises d'un point de vue opérationnel en cas de rachat. Donc j'avais audité Jennifer, par exemple, DIM, puis NAFNAF. Donc le choix s'était porté sur l'acquisition de NAFNAF. Donc j'avais quand même, avant d'arriver, une vision peut-être pas complète, mais des gens. En tout cas, j'avais eu quelques coups de cœur et quelques doutes.
Donc, quand je suis arrivée, j'ai réuni mes premiers comités de direction. Très vite, j'ai vu qu'il y avait des gens avec qui je ne pourrais pas fonctionner. Okay. Donc, j'ai été très vite amenée à me séparer de la directrice commerciale. Voilà, donc j'ai fait appel à un cabinet de recrutement pour ça et j'ai rencontré quelqu'un pour qui j'ai eu un véritable coup de cœur par la suite et qui m'a suivi chez Darel et chez Carole. Donc, on a mené ensemble 3 aventures. Le directeur financier qui est quand même très très clé, avec une vision très différente d'un groupe sous LBO versus une vision patrimoniale plus entier. Donc là aussi, j'ai fait appel à un cabinet de recrutement et j'ai trouvé un type absolument génial, c'est-à-dire un type extrêmement brillant, qui en plus était poétique et drôlissime. Donc c'est les 2 premiers. Ensuite, il y a un domaine qui est très clé dans une transformation, c'est l'informatique, parce que l'informatique, ça peut vous bloquer toutes vos envies. C'est-à-dire que si on passe sa vie à vous dire c'est possible, pas possible, etc. Donc ça peut tout vous bloquer. Donc très vite, là aussi, j'ai craqué. Et là, c'était un recrutement interne du groupe Vivarté avec un type incroyable également qui ensuite m'a suivi. Donc là, ça a été une immense histoire parce qu'il m'a suivi à la fois chez Darel, chez Carole et chez Camailleux. Il se trouve que par les hasards de la vie, j'ai rencontré mon DSI de rêve. Donc c'était une grande chance. Ensuite, il y avait un énorme chantier de renouveau à opérer. Et là, j'ai pris le risque sur la partie identité visuelle d'avoir un profil complètement atypique, qui était une jeune femme qui avait une formation simplement d'étalagisme et qui avait fait, selon moi, des merveilles sur Etam Rivoli en termes d'identité visuelle, que j'ai fait rentrer d'abord pas au comité de direction, mais que j'ai fait gravir les échelons très rapidement parce qu'elle était géniale. Et puis, j'avais eu 2 coups de cœur en interne. Une incroyable qui était la directrice des achats, qui était une fille absolument incroyable, d'une rapidité incroyable, drôlissime. Donc j'ai élargi ses fonctions, elle a été nommée directrice de l'offre et des appros. Puis un autre coup de cœur avec le patron d'International, qui était un mec très ambitieux. Premier abord, j'aurais pu penser qu'il était macho, pas du tout. Une culture internationale incroyable depuis son plus jeune âge. Complètement amoureux d'Amérique latine. Grâce à lui, j'ai découvert un très beau pays qu'est la Colombie. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. Quand vous menez de telles transformations, forcément, le DRH devient clé. Pour le coup, j'avais vraiment besoin de quelqu'un qui avait des valeurs très proches des miennes, qui avait beaucoup d'expérience, parce qu'il y a eu aussi un plan d'économie avec des licenciements au siège. Donc là, j'ai eu envie de retravailler avec la DRH de Koukaï, qui est une femme formidable. Donc ça s'est fait dans un premier temps avec des gens de l'interne, ensuite avec une sélection quand même réduite des gens de l'interne, si je suis honnête. Ces recrutements se sont faits via des cabinets de recrutement, mais aussi via le groupe Vivarté et via mon réseau. Et ça a été un comité de direction de rêve avec des gens extrêmement différents qui ont très bien fonctionné ensemble. On est allé très vite, on a été créatifs et en plus on s'est beaucoup amusé. Je pense que NAFNAF, c'est l'entreprise dans laquelle j'ai fait le plus la fête, alors qu'on a connu quand même des périodes aussi très difficiles. On a fêté toutes nos victoires, on s'est quelquefois trompé. Quand on a réussi, franchement, ça a été brillant. On a fait des trucs incroyables. Cette première expérience un peu intuitive de constitution d'un comité de direction et d'un fonctionnement qui a été efficace et dans le plaisir m'a marqué et c'est ce que j'ai cherché à reproduire dans le futur, avec des erreurs. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas toujours calquer un modèle sur un autre. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait chez Gérard Darel, où je suis arrivée dans une société qui était dirigée avant d'une main de fer, avec une fondatrice absolument redoutable en termes de personnalité. Mais ça fonctionnait plutôt bien, historiquement. Là, on était dans un gros passage à vide, avec besoin de restructuration. Il y avait un DG qui était passé entre la fondatrice et moi, qui avait un profil plus développement et pas suffisamment redressement. Donc, j'avais été amenée par le fonds Advent. Et là, j'ai eu très envie de rapatrier mon équipe de rêve, et ça a été une très mauvaise idée parce que ça heurtait beaucoup l'entreprise de voir arriver autant de gens de la même entreprise qui n'avaient pas les mêmes codes, etc. Et ça a été une erreur parce qu'il y a quand même quelque chose d'important, c'est d'avoir l'adhésion des troupes. En faisant arriver comme ça tous ces gens géniaux, les gens pensaient elle faire arriver tous ses copains. Donc ça n'a pas été top. Donc j'ai eu
vraiment envie de retrouver ce comité de direction de rêve, mais l'expérience d'Arel m'a démontré que le comité de direction de rêve, c'était pas une histoire de personnes. Parce que fondamentalement, une entreprise, c'est une histoire, une culture, on appelle ça personnalité morale, mais c'est vrai, c'est-à-dire c'est une culture, ça a des gènes, etc. Et il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vous pouvez changer, mais tout ce qui est, je dirais, génétique, c'est dans les acquis de l'entreprise et c'est immuable. Donc ça a été une leçon. Et ensuite, par exemple, chez Carole, je me suis posée calmement, presque 1 an. Alors là, pour le coup, mon boss de l'époque m'a demandé si j'allais assez vite pour opérer des changements que j'ai fait beaucoup plus prudemment. Alors j'ai retrouvé quand même des anciens amours, hein, si je suis honnête, mais pas 12 d'un coup, quoi. Et puis j'ai fait aussi des recrutements externes parce que j'ai bien vu qu'il était important dans des postes clés de faire appel à un cabinet de recrutement, chasseur de tête un peu connu, parce que ça validait aussi le recrutement du profil aux yeux de mes salariés. Ok. Donc voilà, je le pensais pas aussi, mais j'ai vu qu'il n'était pas possible de faire entrer des gens que par mon réseau, parce que là, c'était beaucoup moins, je dirais, compris instantanément par les troupes. Oui, parce qu'il y a un effet meute, il y a un effet envahissement qui est un peu dur et qu'on voit dans beaucoup d'entreprises. J'ai plusieurs questions du coup, ce que vous avez dit. La première, c'est si je reviens à NAFNAF, comment est-ce que vous avez accompagné les départs de direction? Parce que autant je comprends après quand vous êtes allé chez Gérard Darel que d'amener tout le monde en même temps, bon ça a fait un effet meute et ça c'est pas possible. Autant finalement chez NAFNAF, vous avez quand même eu beaucoup de départs, puisqu'il y a que 2 personnes, je crois, à qui vous avez eu des coups de cœur. Comment ça a été pris ça au sein des équipes et comment est-ce que vous avez accompagné ces départs? Parce que c'est jamais forcément évident. Les départs sur les gens qui sont partis, on les a accompagnés par des gros chèques. Ok. Et puis un entretien humain, des explications, etc. Et en termes de com aussi au niveau des équipes? Alors, en termes de com, ils ne sont pas intervenus. Tout ça s'est fait sur une année. En termes de com, ça a été, je dirais, plutôt un soulagement pour les équipes. Okay. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, il y avait beaucoup d'immobilité et il y avait quand même un management très directif, très autoritaire. Ça a permis aussi une respiration. Je dirais qu'il n'y a eu aucun départ que j'ai opéré qui ont été regrettés. Là, j'ai plutôt été dans le cas où les gens spontanément venaient me voir dans mon bureau, parce que je vous expliquais que mon bureau était ouvert, pas que pour mon comité de direction, mais globalement ouvert, en me disant « Oh, merci Sandrine, il est génial, qu'est-ce qu'on est content ». Là, je dirais, tout ne s'est pas fait en même temps, aucun regret critique, sauf peut-être le directeur du contrôle de gestion, qui était très proche de ses troupes. Et quand j'ai supprimé ce poste-là pour nommer un DAF, parce qu'avant il y avait un DAF et un directeur du contrôle de gestion, donc pour unifier ses fonctions, il y a eu peut-être quelques mois d'incompréhension, mais je n'avançais pas avec ce monsieur parce que il était très ferme sur sa vision du contrôle de gestion. Il voulait pas du tout rentrer déjà dans le reporting que demandait Viverté. Donc quand on a un actionnaire qui est Viverté et qui a besoin d'un type de reporting précis, qu'en plus on est sur LBO et que tout ceci est transmis au fonds d'investissement, c'est embêtant. Et ensuite, quelque part, moi, le contrôle de gestion, pour moi, est clé parce que les chiffres me permettent de prendre des décisions. Donc, j'ai besoin qu'ils rentrent dans mes codes. C'est-à-dire que le calcul de la marge, c'est comme ça. Alors, c'est comme ça parce que Sandrine a déclaré que c'est comme ça. C'est que dans le retail, il y a des conventions où on met certains frais dans la marge et d'autres pas dans la marge. J'ai besoin que la marge soit une marge réelle avec un taux, par exemple, du dollar, qui soit le bon taux du dollar et pas un taux du dollar avec des gras pour le patron, etc., avec des reversions compliquées qui font que j'arrive pas à prendre la décision parce que je sais que ma marge est sous-estimée, mais je sais pas de combien. Donc, j'avais ce type de frein. Mais je dois reconnaître que son équipe l'adorait. Donc là, c'est peut-être le seul domaine où ils ont mis peut-être 1 an derrière pour arrêter de bouder. Vous parlez beaucoup de coup de cœur. Enfin, d'ailleurs, c'est le mot que vous choisissez quand vous faites un recrutement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un coup de cœur? Qu'est-ce qui fait que vous dites ça, c'est la bonne personne? Et puis du coup, est-ce que vous êtes déjà trompé aussi? Parce que vous auriez pu dire ça, il y a un coup de cœur et il n'y en a pas. Alors, je pense que sur les coups de cœur, je me suis pas trompée. Okay. Parce que c'est un truc de très fort de l'ordre du coup de foudre amoureux, je dirais. En revanche, j'ai eu quelques fois, je me suis trompée quand j'ai beaucoup apprécié des gens qui m'ont séduit et j'ai pu me tromper. Donc, j'irais sur le coup de cœur, il y a un entretien immédiatement fluide avec une parole très libérée, des premiers sourires, voire rire ensemble. Les gens rapides, moi j'aime bien les gens rapides, donc les coups de cœur c'est souvent des gens un peu rapides, des gens aussi sans doute pas trop classiques, et mes coups de cœur sont souvent avec des gens qui sont moins classiques que d'autres.
Donc ils sont pas liés au sexe, hein, fille ou garçon, ça peut marcher. Ils sont pas liés au diplôme non plus. Moi j'ai fait l'ESSEC, je sais même pas si j'ai eu un ESSEC dans mon comité de direction un jour, donc ils sont pas liés non plus à l'école. Donc je pense qu'ils sont liés à une certaine rapidité, à des valeurs en commun qui apparaissent et à une vision pragmatique du business. Donc j'ai des coups de cœur qui peuvent être, par exemple, j'aime beaucoup les gens qui ont un profil un petit peu artistique. D'ailleurs, mon coup de foudre de la vie, qui est mon mari depuis plus de 30 ans, c'est un artiste, réalisateur, etc. Et c'était un véritable coup de foudre. Donc j'ai peut-être en moi ce côté aussi qui est attiré. Mais j'aime beaucoup les profils d'ingénieurs. Je m'en suis rendu compte sur le tas. Je sais pas, c'est un peu inexplicable, mais en tout cas, des gens très normés, très campés sur leurs certitudes, rigides. Voilà, quelqu'un de rigide, ça va être très compliqué pour moi. Vraiment extrêmement, extrêmement compliqué. Je vous dis, les coups de cœur, il y a des points communs, mais ça a été des gens extrêmement différents. Vous parlez de genre. Vos codires, ils étaient plutôt mixtes ou paritaires ? Mes codires, suivant les entreprises, étaient ou mixtes ou plutôt féminins. Plutôt féminin, c'était pas forcément un choix, c'est que c'est la mode, c'est un domaine, en tout cas la mode retail, je parle pas du luxe, c'est un domaine où il y a plutôt plus de femmes. Dans les entreprises, il y a plutôt plus de femmes. Je dirais que chez Naf, c'était paritaire, et chez Carole, c'était plus féminin à tel point que il y a eu des postes où je me suis dit non, là il faut que je prenne un garçon, je cherchais un garçon pour équilibrer le nombre de filles. Mais je suis arrivée dans un comité où il y avait un garçon et 9 filles, donc c'était comme ça. Vous, quand vous étiez pas DG, parce que le monde de la mode est très féminin, c'est vrai, et pourtant, on voit beaucoup d'hommes aussi à la tête d'entreprises du monde du textile. Donc quand vous avez été DG, ça a été paritaire. Avant que vous soyez DG dans vos autres entreprises, est-ce que c'était plutôt un codir paritaire ? Alors c'était plutôt, il y avait un plafond de verre au niveau de la direction générale ou de la présidence. Ça c'était évident, même sur des entreprises très modernes à l'époque, je les ai quittées en 2004, extrêmement modernes avec des valeurs géniales. D'ailleurs en termes de valeurs, c'est l'entreprise que je pense que j'ai le plus aimée. Je parle d'Etam, c'était vraiment une entreprise en termes d'innovation, de valeurs, etc., qui était remarquable. Il y avait énormément de femmes directrices dans les comités de direction, mais très peu d'élus en tant que patronne de division ou directrice générale. À l'époque, il y avait comme ce type de plafond de verre qui a complètement changé aujourd'hui chez Etam quand je regarde. Dans le groupe Vivarté, Georges Plassat venait de la grande distribution, donc avec des méthodes de management plutôt musclées. Sa garde rapprochée était quand même des hommes. Et les grosses boîtes, comme les Deux Halles à l'époque, c'était des grosses boîtes, c'était les deux vaches à lait du groupe, étaient plutôt des hommes. Il a commencé à nommer des femmes à la direction générale, mais il a vécu comme une grande fierté, une grande victoire de nommer quelques femmes directrices générales. Moi, j'étais une des premières, donc il a vu ça comme un exploit, alors que selon moi, il avait 10 ans de retard sur le sujet. Bon. Mais il a vu ça comme un exploit. Ce qui était amusant, c'est qu'il en parlait beaucoup. N'empêche qu'il n'a pas donné des grosses fonctions. Les grosses fonctions dans le groupe autour de lui étaient les deux patrons de la Halle, parce que les deux boîtes faisaient 70% du groupe, le poste de secrétaire général, directeur financier, le poste de DRH et le poste de patron de l'immobilier et du développement. Ça, quand même, fallait pas déconner, c'était des mecs. Et plutôt des mecs qui venaient de la grande distribution comme lui. À la fois, il a fait quand même bouger les choses, en même temps, il s'en est beaucoup enorgueilli pour finalement pas grand-chose. Mais bon. Alors, pas grand-chose, si, c'était vachement mieux qu'avant, parce qu'avant, il n'y avait pas de femme patron. Il a fait ce pas-là en sachant bien que les formes de management allaient être différentes. Ce qu'il a fait comme pas aussi formidable, c'est que il est pour un management décentralisé. C'est-à-dire que quand vous êtes nommé à la tête d'une boîte, vous êtes vraiment le boss. Vous avez des comptes à rendre, je dirais, financiers sur les résultats, etc. Mais vous êtes vraiment le boss. Donc, il a regardé comme un laboratoire les femmes, leur manière de diriger leur comité de direction, etc. Et il n'est jamais intervenu. De la même manière qu'il nous demandait de lui présenter les membres qu'on faisait rentrer dans nos comités de direction, mais de lui présenter, pas de lui faire valider. Il voulait les rencontrer. Bon, il pouvait vous dire quelquefois « Oh, je l'adore » ou « Je l'aime pas, mais vous faites comme vous voulez ». Globalement, c'est quand même quelqu'un qui aime les gens, donc il avait plutôt tendance à être curieux en se disant tiens, j'aimerais bien voir comment va se débrouiller cet engin-là, donc il était plutôt curieux sur des profils plus différents de lui.
Ok, mais est-ce que vous étiez soutenu? J'ai poussé ma question avant que vous répondiez. Il y a des articles qui ont été écrits notamment sur, alors, autant les femmes que la diversité, qui disent que voilà, d'être nommée, c'est bien, mais après, il faut être soutenu. C'est-à-dire que parfois, justement, il y a des femmes qui sont nommées et ensuite, on les regarde et on voit si elles se trompent pas. Et si elles réussissent, tant mieux et on est porté avec sa réussite. Mais si elles réussissent pas, on va dire, on a essayé de lui donner sa chance, tant pis. Enfin, il y a un côté pas soutenu, comme vous dites, ils nous regardaient pour voir comment est-ce qu'on fonctionnait. Est-ce que vous vous sentiez vraiment soutenu et porté ou est-ce que vous vous sentiez plutôt, maintenant, il va falloir que je fasse mes preuves? Moi, les soutiens ou non-soutiens que j'ai eus n'ont eu rien à voir avec mon sexe. Ok. Vraiment. Oui, mais je voulais dire suite à votre nomination, par la personne qui vous a nommé, en fait. Suite à ma nomination, j'ai été comme les nouveaux PDG, présidents nommés. Moi, en l'occurrence, ça a été Georges Plassat qui m'a nommé. 6 premiers mois en liberté totale et au bout de 6 mois, sous pression totale, mais il a fait ça avec tout le monde, c'est-à-dire aussi bien hommes que femmes. Okay. Une fois que j'ai été DG ou présidente, le fait que je sois une femme n'a pas compté. Plus tôt dans ma carrière, je dirais que chez Etam, à l'époque, j'avais un peu moins de 30 ans quand je suis rentrée et je les ai quittés à 40 ans. Donc c'est chez Etam que j'ai eu ma deuxième grossesse, mes jumelles, etc., avec une absence longue parce que c'était une grossesse difficile. Je dois reconnaître que je n'ai été absolument pas pénalisée de cette absence longue parce que je vous dis à l'époque, ce groupe était en termes de valeur assez remarquable. À cette époque, un plafond de verre au niveau du Codir Group, mais pas du Codir des divisions, pas des salaires. J'ai eu cette chance-là. Je pense que si j'étais rentrée chez Vivarté à cette époque, l'histoire aurait été très différente. Aux Galeries Lafayette, c'était à cette époque-là extrêmement poussiéreux. J'ai pas été confrontée à ça, sauf le plafond de verre chez Etam, où je pense que, compte tenu de mes résultats et de mon parcours, si je les ai quittés alors que je les ai adorés, c'est que je voulais être DG. J'ai rencontré Georges Plassat, ça a été possible. Eux n'étaient pas encore prêts. Il aurait fallu que j'attende encore 2-3 ans parce que je vous parle de ce plafond de verre. Et puis peut-être que quand on a démarré chef de produit et qu'on a une carrière ascendante, il y a un moment, c'est peut-être plus compliqué. Enfin, on arrive dans un groupe avec déjà une position hiérarchique haute, peut-être. Peut-être aussi. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentiez bien chez Etam? Vous dites qu'ils étaient vachement avancés. Alors, il y a eu la grossesse. Bien non, ce qui se vient, c'était leur modernité et c'était vraiment l'esprit pionnier de Pierre Milchior. Okay. Chez Etam, technologiquement, on était extrêmement avancé. Moi, j'étais fascinée. Par exemple, c'est la première société qui a acheté, je ne sais pas, peut-être on est en 93 ou 94, un scanner capable d'analyser avec je ne sais pas combien de 50 ou 80 variables un best-seller pour voir s'il y avait une formule mathématique pour reproduire un best-seller. Donc, ça n'a pas du tout marché. Mais pour vous parler de l'esprit d'innovation, c'était un groupe avec des circuits de décision très rapides. C'est un groupe où quand on était chef de produit, on était comme patron de son département. On était vachement récompensé avec des primes colossales quand on dépassait le budget. On était formés de manière extraordinaire. Moi, comme j'ai été mis dans la case au bout de, 2-3 ans, cadre à haut potentiel, j'ai eu des formations, mais fabuleuses. Je suis partie au FIT à New York. J'ai intégré un parcours qui s'appelait Manager 2001, où c'était 3 ans de formation, donc le fameux FIT. Enfin, c'était un groupe ouvert sur l'international, donc Pierre Milchior qui avait un flair incroyable, où les premières marques étaient implantées en Chine et on est tous embarqués dans Etam qui va en Chine en termes de sourcing. C'était très très novateur. Moi, je suis allée très tôt dans des régions de Chine où ils n'avaient jamais vu un Européen, dans le nord de la Chine, et où j'étais attendue à la sortie de l'avion avec des bouquets comme une Miss France, avec l'orchestre et le Parti communiste qui vous attendait Donc un groupe très ouvert sur le monde. Moi j'adore les voyages, donc c'était formidable. Un groupe où on est libre, c'est-à-dire quand on vous donne une responsabilité, donc moi j'ai démarré chef de produit, puis chef de groupe, vous avez vraiment un terrain de jeu qui est défini, mais sur lequel vous pouvez faire ce que vous voulez, à condition de délivrer. Il y avait un DRH absolument formidable, Jean-Claude Olivier, qui restait un ami depuis, qui était toujours dans une démarche de qu'est-ce qu'on peut faire pour retenir les talents. Donc, quand vous avez la chance d'être mis dans la case talent, c'est génial, moi. Même à l'époque, pour les cours de négociation, vous aviez à la fois des parties psycho, machin, mais vous aviez aussi comment on négocie qu'un Indien, quel code culturel, et ça pouvait prendre une journée avec un Chinois, quand ils ont racheté Etam Angleterre, ce qui n'était pas leur meilleure idée, mais on a été débriefé vachement intelligemment sur tous les codes culturels. C'était un groupe qui fêtait tous ses succès, donc il y avait des fêtes
absolument formidable. C'était un groupe où le patron était très proche du terrain. Donc, il visitait plein de boutiques et donc il était très au fait de la réalité. Il savait nous ramener de manière extrêmement polie sur ta vision à toi et ce qui se passe dans mes échanges avec les vendeuses ou ce que je vois en vitrine, c'est pas forcément ça. C'était un groupe extrêmement poli, bien élevé. Vraiment, c'était très agréable, très bien éduqué. Je pense que la personnalité du patron ressurgissait sur l'ensemble. Des budgets de formation comme je n'ai jamais vu ailleurs. Très innovants, et pas que des formations techniques sur apprendre combien négocier, mais beaucoup de formations aussi managériales pour nous enrichir sur la vision de l'autre. Donc c'était très moderne à l'époque. Donc vraiment, je dirais, ce qui m'a construit en tant que manager, c'est mes 11 ans chez Etam. Je voulais revenir sur votre parcours, notamment chez Carole International et Gérard Darel, où dans les deux cas, vous avez accompagné un repositionnement de la marque et un PSE, je crois, sur les deux, je me trompe. Chez Carole, il n'y a pas eu de PSE, non ? Ok, j'ai rien. Les deux, j'ai accompagné une session. Les deux, c'est une session, d'accord. Chez Gérard Darel, j'ai accompagné une transformation, tout d'abord, ce qu'on appelle in boni, c'est-à-dire sans passer par des organes de procédure. Ce que j'ai été appelée dans le cadre d'une entreprise qui allait mal, qui était ce qu'on appelle techniquement bris de convenance, c'est-à-dire qui ne respectait pas ses engagements bancaires vis-à-vis de ses créanciers, qui avait une dette énorme, qui était sous LBO. Et je pense que Advan, qui m'a fait venir, n'avait pas mesuré la gravité de la situation, parce que moi, autant à cette époque-là, je savais redresser une entreprise, diminuer les coûts, redéployer une stratégie. Me retrouver à la médiation du crédit de la Banque de France 3 semaines après mon arrivée. Et puis ensuite, face à des banquiers furieux, des affaires spéciales et devoir prendre un mandataire ad hoc pour faire une première conciliation, j'entrais dans un monde inconnu, dans le fameux monde du restructuring. Ce qui est très perturbant quand c'est son premier monde du restructuring, c'est que vous êtes face à plein d'interlocuteurs, mandataires, avocats, conseils en tout genre, tribunaux de commerce, banquiers des affaires spéciales. Alors là, c'est vraiment une race très particulière. Tous les gens se connaissent, ils se voient dans plein de dossiers, ils ont des comptes à régler. C'est comme un théâtre où l'insulte est courante, c'est-à-dire que moi, les banquiers des affaires spéciales que j'ai rencontrés, ça faisait 3 mois que j'étais arrivée, donc je ne pouvais pas être responsable de la situation de l'entreprise, étaient insultants et mal élevés, etc. Tout ceci est un théâtre où se règlent des comptes sur des affaires avant, où les gens, en réalité, c'est leur jeu, c'est consanguin, ils se retrouvent sans arrêt, donc ils se conseillent les uns les autres dans des dossiers, ils se placent les uns les autres. Et quand vous ne connaissez pas les règles, c'est épouvantable. Donc je dirais que chez Gérard Darel, j'étais venue pour faire un redressement et un repositionnement, et je me suis retrouvée très vite à ne pas faire ça, à être noyée dans ces histoires de restructuring, dans un monde que je ne connaissais pas. Ça a été une expérience douloureuse parce que j'ai à la fois énormément travaillé. Je vous dis, j'ai fait une erreur vraiment de vouloir, compte tenu de la difficulté de ce que j'avais à faire, rapatrier un nombre trop important de mon comité de direction d'avant, dans une structure où il faut à la fois trouver beaucoup de millions d'économies, négocier avec les banquiers, passer au tribunal, etc. Et puis, très vite, pas de solution, devoir mettre une société en vente. Et là, donc, bonjour, les rencontres avec les banques d'affaires, en choisir une. Moi, je ne savais pas ce que faisait une banque d'affaires. Enfin, je savais bien qu'elle faisait des affaires, mais je ne savais pas quel type d'elle faire. Donc, rencontre avec les grands noms de la place. Ensuite, process très, très long. Apprendre à faire que des choses, je ne sais pas ce que c'est. Donc, faire le premier petit mémo pour la mettre en vente, puis le livret détaillé, rencontrer des investisseurs, faire le show devant eux, etc. Tout ça, c'était des nouveaux métiers pour moi. Et puis, ensuite, le plongement dans l'inconnu a été abyssal quand, n'ayant pas de solution, le conciliateur mandataire ad hoc que j'avais, qui était Hélène Bourboulou, m'a dit la seule solution, c'est le redressement judiciaire. Donc, pour protéger l'entreprise, ok, mais le redressement judiciaire peut-être protège l'entreprise. Ceci dit, sur le papier, oui. Dans les faits, pas toujours. Parce que moi, j'étais très choquée par tout l'argent qui est dépensé dans tous ces process, à la fois à l'amiable, et enfin, surpayer des tonnes de conseils, des fortunes, donc, et puis on paye les conseils de tout le monde, des créanciers, des machins, des trucs, des millions, pour redresser une société qui n'a pas d'argent et pas de trésorerie. Donc, il y a eu un truc qui m'a
Mais il y a une pression au redressement judiciaire, c'est que soudainement, vous n'êtes plus maître à bord complètement parce que vous êtes en co-signature avec l'administrateur judiciaire. Et puis, votre responsabilité est engagée. Par exemple, moi, chez Darel, j'étais présidente de 10 sociétés, ou 12 sociétés. Alors pourquoi 10 ou 12 ? Parce que la structure juridique de cette boîte était absolument imbitable. Il y a un règlement qui dit que s'il y a 7 sociétés qui sont mises en redressement judiciaire, le patron peut être interdit d'être patron dans la vie. Donc moi, je ne savais pas. À la fin de tout ça, j'ai reçu une lettre du tribunal disant que j'avais plus le droit d'être patron. Mon avocat expliquait que je n'étais pas patron de 12, mais de une, et que c'est la structure juridique, donc ça s'est réglé. Mais tout ceci pour vous dire que soudainement, dans ces cas-là, il y a une responsabilité, je dirais, légale, pénale, dont je n'avais pas forcément conscience avant. Donc le cas Gérard Darel, ça a été un vrai cas de restructuring où j'ai appris les règles du restructuring. J'ai pas aimé. Ce que j'ai appris chez Gérard Darel m'a beaucoup servi par la suite. J'ai pas aimé, mais ça m'a beaucoup formé et je dirais que ça m'a beaucoup enrichi dans la douleur, mais ça m'a beaucoup enrichi. Alors moi qui aime travailler dans le plaisir, je peux vous dire que là j'ai été 3 ans à la mine. Le taux de plaisir a été nul, le taux de stress a été abyssal, alors que je suis quelqu'un qui normalement ne stresse pas. Là vraiment la dernière année était très stressante et mon taux de tristesse a été absolu. Carole, c'est une histoire de repositionnement d'une vieille dame qui a des résultats très stables pendant des dizaines d'années et qui a une problématique, c'est qu'elle a une cliente fidèle. C'est pas une problématique comme ça, mais il y a 20 ans, la cliente Carole avait 37 ans, il y a 10 ans, elle en avait 47. Là, quand je suis arrivée, elle en avait 57. Donc, c'était une société qui ne perdait pas de clients, mais qui n'en recrutait pas. Alors, quand vous avez une moyenne d'âge à 57, ça veut dire que ça va en gros de 45 à 92 ans. Donc, il y a un truc horrible, c'est qu'il y en a plein qui meurent. Enfin, oui, c'est très juste. Et donc, il y en a plein qui meurent, d'une part. Et puis, il y en a plein qui sont retraités. Il se passe un truc, c'est à 62 ans et demi, au niveau mondial, il y a un truc de dingue, c'est que les femmes, à partir de 62 et demi, elles consomment moins de mode et de textiles. Alors, je ne sais pas si elles renoncent, mais en tout cas, c'est des statistiques mondiales. Donc, forcément, donc vous avez à la fois des malheureusement qui meurent et d'autres qui sont moins consommatrices. Et puis, à partir de 75 ans, il y a aussi des besoins, je dirais, de mode qui change, qui a moins de sorties. Je pense que c'est plus d'amarre. Enfin, vous voyez, c'est une problématique de rajeunissement, donc d'une boîte qui, depuis 2-3 ans, commençait à être moins rentable. Avant, c'était rentable de dingue. Donc, c'était toujours rentable, mais pas comme avant. Et perd de 5 à 10 millions tous les ans d'EBITDA. On en fait un peu plus de 40, même si c'est incroyable, 40 dans le retail, ça fait un petit peu peur. Donc ça, c'était ma problématique. Donc j'avais une transformation, je dirais, marketing, collection, image à opérer. C'était une boîte qui était très raisonnable en termes de coûts. Donc sur les coûts, j'avais pas à faire grand-chose, mais j'avais aussi à dealer avec un groupe qui a été racheté par ses créanciers, donc un actionnariat sous fiducie assez difficile. Donc j'avais aussi à dealer avec un groupe qui était comme ça, qui commençait à être démantelé et qui donnait très peu d'investissement aux sociétés, même les rentables, qui avaient une obsession, c'était de redresser la halle et de sauver la halle, ce qui n'a pas vraiment marché, parce que là, elle est partie en redressement judiciaire pendant le Covid. Mais du coup, les moyens étaient plutôt... C'est un tel gouffre donné à la halle. Et puis, les boîtes gentilles comme Carole, qui étaient un peu plus pénalisées. Mais en revanche, on avait à dealer avec ces gens-là en comité groupe, où on était invités tous les 2 mois, les PDG, à présenter nos résultats face à ce conseil d'administration Viverté, qui était devenu un truc où il y avait des médisaneurs, des créanciers, des fonds de retournement très méchants. Donc là, j'étais hyper contente d'avoir eu mon expérience de retournement. Et puis ensuite, la boîte a été mise en vente. Donc j'étais hyper contente de savoir ce qu'était une banque d'affaires, d'avoir déjà vendu une boîte. Comprendre dans ce que vous dites qu'il y a beaucoup de temps passé sur des questions de sous, entre guillemets, mais au sens redressement, trésorerie, puis beaucoup de créanciers, banques. Les 10 dernières années. Ouais, sur les 2, en tout cas sur ces 2 entreprises dont vous venez de parler. Comment est-ce qu'on mène son rôle de DG, qui est d'embarquer des équipes, qui est d'écrire une vision, qui est de projeter les gens sur quelque chose de plus positif, quand en parallèle, on a ça? C'est-à-dire, comment ça s'est passé pour vous? Moi, chez Gérard Darel, j'ai échoué. J'étais dans un monde tellement inconnu que, en dehors des 6 premiers mois, j'ai pas fait ce que je fais le mieux.
C'est-à-dire que moi, peut-être mon plus grand talent, c'est le management. Okay. C'est ce que je fais le mieux, qui est de faire travailler des gens en groupe de créativité, dire ce qu'on fait, motiver les troupes, avoir un management où je laisse vraiment des responsabilités et du pouvoir aux gens. Et puis, mon tempérament aussi créatif ou aimant les créatifs qui fait que je sais sortir du cadre facilement. Et je suis attirée par des choses nouvelles, donc tester plein de choses avec toujours cette idée, on teste, si ça marche pas, c'est pas si grave, on va réparer. Donc ça, c'est ce que je fais plutôt le mieux. Chez Gérard Darel, je n'ai absolument pas eu le temps de le faire. J'ai été happée par ce truc-là qui m'a tétanisée, donc je dirais que échec total de ça chez Gérard Darel. Quand je suis arrivée chez Carole, je suis arrivée dans une culture de société qui n'était pas du tout la mienne, qui était une société ultra bien élevée, ultra coincée. Je ne sais pas comment vous dire. On l'imagine. Je vois bien Carole comme ça. C'était Versailles. Okay. Et on habitait Versailles depuis très longtemps. Je suis arrivée dans cette société en disant... Alors déjà, au début, on était porte de Versailles. Et le bureau du patron, il était dernier étage, tout en haut, occupant une surface incroyable avec une terrasse incroyable. On montait comme un petit escalier, comme ça. J'avais beau dire, mais ma porte est ouverte, mais personne ne venait me voir. C'était vraiment un truc sacré. Le chef, c'est le chef. Donc j'ai commencé à faire des réunions dans ce bureau en disant, il n'y a pas de diable, il va... Hein. Et malgré ça, les gens, ils étaient contents d'avoir quelqu'un qui les fouette pas et quelqu'un de gentil. Ça marchait pas. J'ai pas fait de violence au comité de direction. Les gens sont rentrés vraiment, les nouveaux sont rentrés doucement. Il y a eu un moment où j'y arrivais pas. J'ai discuté avec Jean-Claude Olivier, qui était le DRH que j'ai beaucoup aimé, mais dont je me suis servi comme coach pendant beaucoup d'années, qui m'a dit, écoute, seule solution, c'est qu'on va tout casser, donc on va attaquer le niveau N-2 direct, et on va créer des groupes de créativité. On va demander à ton comité de direction d'animer des groupes de créativité sur un domaine qui n'est pas le leur, parce que je me faisais chier en comité de direction. Personne ne parlait du truc de l'autre. Ils étaient souriants et coincés, ils abordaient aucun problème, donc c'était pénible. On va direct attaquer le niveau N-2, N-3, en les forçant à créer des groupes de créativité dans un domaine qu'ils ne connaissent pas, donc sur lequel on a embarqué 80 personnes sur 180 du siège, et l'année d'après, 80. Ça décoinçait le truc. Hein. Au début, ils étaient tétanisés, et ensuite, ça décoinçait. Il y a eu plein d'idées qui ont émergé. Ces idées, ensuite, ont été présentées par les groupes, et on en a choisi 20 qu'on a déclinés en 50 ou 60 chantiers opérationnels. Et là, c'était parti. Mais bon, il a fallu ça. Et parallèlement à ça, j'étais pas du tout impressionnée par le fait que j'allais de temps en temps chez Viverté rencontrer des méchants fonds d'investissement qui allaient être désagréables, parce que j'avais l'expérience d'un truc absolument horrible chez Darel, et que j'avais pas du tout peur. Je me suis concentrée là-dessus. J'ai eu la chance aussi d'accrocher très bien humainement avec Patrick Puy. C'est un mec très brillant, profil ingénieur comme j'adore. Il m'a ouvert sur un sujet. Un jour, il a proposé à tous les patrons de travailler avec le département Gamma du BCG sur les problématiques d'intelligence artificielle. C'était très innovateur. Personne n'a voulu y aller sauf moi. Il était content que j'y aille. Ça a créé un truc entre nous. Là, j'ai rencontré absolument des mathématiciens géniaux. Enfin, on était pionniers dans l'utilisation de l'IA chez Carole, qui est quand même une vieille dame, donc on était pionniers sur un truc extrêmement pointu. Donc je dirais que, sauf la dernière année où c'est l'année de mise en vente, où là ça vous prend quand même une énergie et un temps fou, j'ai pu mener la transformation sereinement, avec des contrariétés qui étaient... on me disait en début d'année, je me battais pour un budget avec X d'investissement. J'avais la validation de 80% de X après une longue bataille. Et 3 mois après le début de l'année, il me restait 30% de X, que les investissements étaient coupés. Et auquel cas, chez Carole, ils étaient habitués à m'entendre dire « Bon, comment tu peux faire mieux avec moins ?» C'est un terme que j'ai beaucoup employé, qui était devenu joke. Les gens avaient compris que c'était la vie et que c'était pas moi qui avais décidé soudainement de les faire bosser sur un budget pour ensuite les faire retravailler sur un budget à la baisse. Et donc voilà, ça c'était la perturbation. Maintenant,
comme je fonctionnais bien avec Patrick, puis il me faisait vraiment confiance, je dirais, au quotidien, j'étais pas embêtée. Il y a eu aussi l'expérience dans cette période-là du Covid où j'ai été extrêmement fière d'avoir fait tenir cette boîte. C'est pendant le Covid que pour garder le mouvement, j'ai travaillé avec Kia Stratégie sur l'accélération du plan de retournement. On a fait un truc génial en termes financiers, c'est que on a fait 30 millions de pertes de trésorerie de moins, donc on n'a pas perdu de trésorerie que ce qui était annoncé par tous les grands conseils. Donc du coup, ça a aussi rendu plus aimable les actionnaires. Mais j'imagine. Donc, chez Carole, ça a été vraiment l'expérience d'une société. Autant j'arrive chez NAFNAF, alors que c'est une société du sentier, et je me dis, oh là là, le coup de cœur, je deviens amoureuse de cette boîte. Autant j'arrive chez Carole, je me dis, peut-être je vais me faire chier. Bon, ça a mis 1 an et demi, et après, c'était chouette. Donc, c'était moins fun que d'autres expériences. Et TAM et NAFNAF, c'était plus rigolo. Mais c'était très agréable. C'était aussi apprendre à nouveau un nouveau truc, c'est-à-dire à travailler avec une culture et des gènes qui ne sont pas les miens. Si vous avez aimé cette interview, partagez-le autour de vous. Dites-le nous aussi en commentaire, sur les plateformes ou sur les réseaux. C'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Et bien sûr, pensez aux étoiles pour toujours nous donner plus de visibilité. Merci beaucoup et à bientôt!